C'est toujours un plaisir de présenter les enquêtes PUG, pratique, usage en gériatrie, gérontologie. Alors, la première diapo, elle est bien, parce que c'est le résultat de l'enquête qu'on a fait sur les AVK. Donc le papier est accepté. Donc c'est en fait le plus beau papier de toute la session de Quoi de Neuf. C'est quand même le papier de la Société française de gériatrie et gérontologie. Donc là, vous avez le nom de toutes les personnes qui ont participé à l'étude. Donc si vous arrivez à vous retrouver là-dedans, c'est pour ça que quand vous remplissez les questionnaires, il faut écrire lisiblement, parce que de temps en temps, j'ai du mal à recopier le nom, donc je ne voudrais pas faire d'erreur sur les noms. Donc, première publication dans une bonne revue, Drugs and Aging. Donc, accepté il y a 3 semaines. Alors, après les AVK, cette année, c'était donc l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, donc, les patients de plus de 80 ans, le 18 juin, qui étaient en service de gériatrie, qui présentaient une insuffisance cardiaque stable ou décompensée. Donc, ont répondu près de 200 personnes, ce qui fait à peu près 7000 patients. Et vous voyez, quand on regarde la répartition, 19% des patients en court séjour, 19% en SSR, une grande partie en EHPAD et 19% en USLD. Premier résultat, donc si on regarde en gériatrie le 18 juin, combien de gens ont une insuffisance cardiaque, vous voyez que 21% de la population présente une insuffisance cardiaque, donc c'est important, Un patient sur 4 est traité pour une insuffisance cardiaque dans les services. Alors vous voyez qu'en court séjour, il y en a un petit peu plus, c'est 27%, en SSR 24%, et en EHPAD ou USLD, on est à 20 et 18%. Donc une pathologie très fréquente, c'est une des pathologies les plus fréquentes en gériatrie. Si on regarde donc cette population d'insuffisants cardiaques, vous voyez que c'est des patients âgés, 88 ans, ils prennent à peu près en moyenne 8 médicaments, ils ont beaucoup de comorbidités, et on reviendra, mais vous voyez que la fraction d'éjection est normale. Donc chez les personnes âgées, le plus souvent, on a une fraction d'éjection qui est préservée. Si on regarde l'ancienneté de l'insuffisance cardiaque, il y avait un peu de tout, de l'insuffisance cardiaque, l'OAP récent, surtout dans les services de court séjour, 16% 7 à 30 jours, et puis vous voyez qu'il y avait pas mal d'insuffisance cardiaque chronique, plus de 6 mois, 12 mois, plus de 24 mois. Les comorbidités, donc ça aussi c'est un résultat intéressant, la comorbidité la plus fréquente chez l'insuffisant cardiaque, l'anémie, 60% des cas. C'est pas toujours décrit ça. Ensuite, la démence et la fibrillation atriale. Donc, on retrouve la démence comme dans l'article que nous a montré Philippe. La fibrillation atriale, presque un patient sur 2 qui a de la fibrillation atriale. Ensuite, on retrouve les grands syndromes gériatriques, dépression, chute, infarctus, AVC. Regardez la fréquence aussi de l'hypotension orthostatique. Près de 20% des gens présentaient une hypotension orthostatique. Mais vous voyez, pensez bien à l'anémie, c'est quand même quelque chose d'important, 60% qui ont une anémie. Et 8 médicaments. Alors si on regarde la biologie, l'anémie, 50% chez les femmes, 70% chez les hommes. Alors c'est vrai que, est-ce que les définitions OMS, on pourra refaire un jour une session sur l'anémie, est-ce qu'elles sont adaptées aux gens très âgés avec ces définitions-là? En tout cas, avec ces définitions qui sont les définitions OMS, on a une prévalence très importante. L'insuffisance rénale, vous voyez que la majeure partie des gens ont une clairance entre 30 et 60 et qu'un tiers a une clairance inférieure à 30 millilitres minute. Le BNP, quand il était fait, il est très élevé, mais vous savez, ça ne sert pas à grand-chose de faire le BNP, mais vous voyez, on a des grandes valeurs, 5000 avec des écarts types énormes. Et puis, population gériatrique, vous voyez, qui sont avec une albumine basse en moyenne à 33. Les principaux facteurs de décompensation de l'insuffisance cardiaque, il y en a 2, c'est les 2 principaux, et c'est ce qu'on retrouve dans nos pratiques habituelles, la surinfection, la fibrillation atriale. Avec la poussée ischémique est que 10%. Alors que chez les jeunes, c'est la première cause. Quelqu'un qui fait un OAP à 60 ans, c'est d'abord sur une cardiopathie de décompensation ischémique. Là, vous voyez que c'est plutôt la surinfection, la fibrillation atriale, en première cause.
Alors, est-ce que des gens, on m'en avait posé la question, est-ce que le patient a eu une échographie au moins dans l'année? Vous voyez que c'est quand même pas mal, hein, 51%, enfin ça dépend comment on se place, quoi, hein. Soit on dit c'est pas mal, la moitié ont eu une échographie, soit on se dit il y a quand même la moitié qui n'ont pas eu d'échographie. Mais pour avoir travaillé sur des registres européens, c'est plutôt pas mal. C'est pour ça que je dis que c'est pas mal, hein. Vous regardez par exemple en Angleterre, il y a 10% des gens qui ont une échographie cardiaque après 80 ans. Donc là, la moitié. Si on regarde le type d'insuffisance cardiaque, eh bien vous voyez ce que je disais tout à l'heure, hein, chez le sujet âgé, le type d'insuffisance cardiaque, ce n'est pas à l'échographie que vous ferez un diagnostic, hein. L'échographie va vous dire que la fraction d'éjection est normale, hein, elle est préservée dans 60% des cas. Elle est quand même altérée si on prend la définition la plus récente, inférieure à 50%, dans 43% des cas. Et donc le plus souvent, quand vous avez une échographie, la fraction d'éjection est normale. Alors, est-ce qu'on propose le régime? Je pensais que non, mais finalement, quand même, dans 10% des cas, le régime des SOD est proposé. Mais en fait, c'est essentiellement dans les cas de décompensation aiguë. Et là, on peut éventuellement comprendre qu'en phase aiguë d'un OAP, on fasse un régime des SOD, même si après, il ne faut plus trop le proposer. On arrive maintenant à la partie des traitements. Alors, les traitements, vous voyez que le numéro 1, et c'est assez logique et c'est classique, hein, c'est le diurétique. Le diurétique qui est surtout un traitement à visée symptomatique, hein, pour diminuer la dyspnée. Ensuite, on a deux classes de médicaments qui ont clairement démontré qu'elles diminuaient la mortalité, qu'elles amélioraient la qualité de vie en réduisant les hospitalisations, qui sont les bêta-bloquants et les bloqueurs du système rénine-angiotensine, surtout les IEC et éventuellement les ARA2 si les IEC sont mal tolérés. Et là, vous voyez que on a 48% de bêta-bloquants, donc un patient sur deux, et 43% de bloqueurs du système rénine-angiotensine, donc un traitement qui n'est quand même pas optimal. Alors c'est un peu mieux que les enquêtes qu'on avait fait auparavant, notamment pour les bêta-bloquants. Quand on avait fait une enquête au niveau européen, on avait 25% de prescription de bêta-bloquants chez les insuffisants cardiaques de plus de 80 ans. Donc de 25 à 50, on a bien amélioré les pratiques, mais on devrait pouvoir faire un peu mieux peut-être que 50%. Pour les bloqueurs du système rénine-angiotensine, là, les données anciennes étaient à 50% et on voit qu'on reste à 50%. Donc, alors qu'on pourrait peut-être, on sait que dans les données chez les plus jeunes, c'est près de 80% des plus jeunes qui bénéficient d'un traitement par un bloqueur du système rénine-angiotensine. Donc c'est mieux sur les bêta-bloquants, ça stagne sur les bloqueurs du système rénine-angiotensine. Sur les médicaments qui ne servent à rien, comme les dérivés nitrés et la digoxine, là, il y a une nette diminution des prescriptions. Dans les anciennes enquêtes, on avait 50% de gens qui avaient le timbre de patch et de la digoxine. Avec les données les plus récentes, où on voit que ces médicaments n'ont pas d'effet sur la mortalité et la morbidité, on voit que dans nos prescriptions, on a largement diminué l'utilisation de ces médicaments. Les anti-aldostérones qui sont recommandés chez les patients jeunes, mais pas chez les patients de plus de 80 ans, sont peu utilisés, ce qui est assez logique. Et puis les nouveaux médicaments comme l'ivabradine, qui sont indiqués en cas de fraction d'éjection altérée, sont encore peu utilisés. Alors ça, c'était les anciennes données, je vous ai dit, il y avait 24% d'utilisation de bêta-bloquants, donc amélioration. Alors après, on peut regarder la différence de prescription en fonction du type d'insuffisance cardiaque. Fraction d'éjection altérée ou fraction d'éjection préservée, puisqu'on sait que là où les bêta-bloquants et les IEC ou ARA2 ont démontré le plus de bénéfices, c'est en cas de fraction d'éjection altérée, ma barre en rouge. Et effectivement, là, on voit que les prescriptions sont supérieures de ces médicaments-là. En cas de fraction d'éjection altérée, il y a plus de prescriptions de bêta-bloquants. Ici, au lieu de 50, on est à 60, et un petit peu plus, mais pas énormément plus, de prescription de bloqueurs du système rénine-angiotensine. Donc c'est assez logique quand on suit les recommandations. En cas de fraction d'éjection altérée, où il y a vraiment l'indication bêta-bloquant ou IEC, ils sont un peu plus prescrits, mais malgré tout, ils ne sont pas prescrits à des taux de 80%, alors que les diurétiques sont quand même largement prescrits, alors que les diurétiques, c'est utile en phase aiguë, mais qu'en phase chronique, ça l'est des fois un peu moins, et ça n'a pas démontré de bénéfice sur la mortalité par rapport aux bêta-bloquants IEC. Alors justement, si on regarde la différence entre l'OAP vraiment et puis l'insuffisance cardiaque après la phase aiguë,
On voit qu'effectivement, en phase aiguë, il y a beaucoup de diurétiques, mais on n'observe pas vraiment, après la phase aiguë, une augmentation des prescriptions. On aurait pu se dire, il n'y a pas de bêta-bloquant, pas d'IEC, surtout à la phase aiguë, et puis ils sont mis après. On voit que même après, vous voyez qu'il n'y a pas tellement plus de prescriptions, soit de bêta-bloquants, soit d'IEC ou d'ARA2. Donc probablement qu'on peut faire encore un petit peu mieux. Et surtout, si je regarde les patients qui ont les deux, à la fois l'IEC, à la fois le bêta-bloquant, là on voit qu'on n'est quand même pas sur une prescription optimale puisqu'on est à 25%. Donc un patient sur 4 de plus de 80 ans en insuffisance cardiaque bénéficie vraiment du traitement qui va faire que, à la fois en qualité de vie, en quantité de vie, mais surtout en qualité de vie, ils seront moins dyspnéiques au long cours, c'est que 24% des gens, plus souvent s'ils ont la fraction d'éjection altérée, et seulement 20% s'ils ont la fraction d'éjection préservée. Donc là, probablement qu'on peut peut-être encore améliorer nos pratiques. Un des objectifs du traitement, vous savez, c'est d'avoir une fréquence cardiaque inférieure à 70 par minute, et on voit que la moitié, enfin un peu moins de la moitié, ont cet objectif. Donc c'est vrai que ce qui correspond au fait qu'ils n'aient pas tous la dose de bêta-bloquants associée. Pour terminer, on a regardé qu'est-ce qui fait que le docteur prescrit, oui ou non, des IEC. Alors, d'abord, qu'est-ce qui fait qu'il ne prescrit pas un IEC? Largement, numéro 1, vous voyez, une insuffisance rénale avec une clairance inférieure à 30. Alors, en fait, ce n'est pas vraiment une contre-indication, il faut faire juste attention qu'il n'y ait pas une augmentation de la créatinine, une altération de la clairance. S'il y a une augmentation de plus de 30%, effectivement, on ne peut pas donner, mais sinon, on peut des fois tolérer une petite insuffisance rénale fonctionnelle parce qu'il y aura un bénéfice pour le patient après. Deuxième raison de ne pas donner un IEC, les troubles cognitifs, la démence. Ensuite, qu'est-ce qui fait à l'inverse que je vais donner un IEC? Vous voyez que là, on est sur les maladies cardiaques. Si le patient a fait un infarctus, si le patient a une fraction d'éjection altérée, à ce moment-là, je vais avoir plutôt envie de donner un IEC, ce qui est assez logique. Pour les bêta-bloquants, on a regardé la même chose. Qu'est-ce qui fait qu'on ne donne pas de bêta-bloquants? Les très âgés, comme après 88 ans, vous voyez que c'est associé à une moindre prescription de bêta-bloquants. Quand on a une tumeur, un cancer, on se dit, bon, peut-être que c'est peut-être logique d'ailleurs, c'est peut-être pas la peine de l'embêter avec le bêta-bloquant. En phase aiguë infectieuse, il y a effectivement moins de prescription de bêta-bloquants. Qu'est-ce qui fait qu'à l'inverse, on donne un bêta-bloquant? Les pathologies cardiovasculaires, ça c'est logique, c'est comme avec les IEC, quand on fait un infarctus, indication au bêta-bloquant, et en cas de fibrillation atriale, indication au bêta-bloquant. Et puis on a regardé le score de Charlson de comorbidité, et alors c'est vrai que c'est un score où, en fait, où les pathologies cardiovasculaires prennent pas mal de poids, et donc c'est probablement pour ça qu'en fait, plus on a de comorbidité, finalement, plus il y a de prescription de bêta-bloquants, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pathologies cardiovasculaires dedans. Autre traitement donné aux insuffisants cardiaques, vous voyez qu'ils prennent beaucoup d'anticoagulants, on a vu la fréquence de l'AFA, beaucoup d'aspirine. Et donc pour conclure sur cette enquête, qui nous apporte vraiment des renseignements qu'on n'avait pas sur cette population en 88 ans, déjà c'est fréquent l'insuffisance cardiaque, 27% dans les services de court séjour, 20% en EHPAD. La fraction d'éjection est le plus souvent préservée, donc sur l'échographie, ne vous attendez pas à avoir forcément une altération de la fraction d'éjection. Les comorbidités sont fréquentes, et notamment l'anémie, donc il faudra traiter ces patients et prendre en charge leur anémie. La fibrillation atriale est aussi très fréquente. On utilise encore beaucoup les diurétiques, même au long cours, et probablement qu'on n'utilise pas encore suffisamment vraiment les médicaments qui ont fait leurs preuves, qui sont les bêta-bloquants, les IEC. Vous voyez, on est à 48% de bêta-bloquants, 43% d'IEC, et mettre les deux à la fois, c'est finalement qu'un patient sur 4. Par contre, là, on a vraiment amélioré les choses, c'est que les médicaments qui servent à rien et qui sont plutôt dangereux sont de moins en moins utilisés. Les nitrés, la digoxine, vous voyez, ont une prescription autour de 10%. Donc, on vous remercie tous pour votre participation. Je pense qu'on a beaucoup progressé sur ces connaissances. Et à l'année prochaine.